Quelques mots pour dire que cette journée est organisée par le Forum des Lucioles, que vous commencez à connaître, qui a déjà organisé 2 journées précédemment. L'une, la dernière, sur la diversité culturelle, et la précédente sur, j'y étais pas, mais la culture pour faire du commun, quelque chose comme ça. Ces idées d'ailleurs restent présentes. On focalise sur tel ou tel thème, mais il est évident qu'on essaye d'enrichir nos réflexions d'une journée à l'autre, sachant que le Forum des Lucioles est une démarche très ouverte, à laquelle évidemment chacun d'entre vous peut participer, s'associer, démarche qui vise à construire, élaborer des repères dans une période où la culture semble malmenée, pour tout un tas de raisons que je ne veux pas évoquer ici parce que le temps tourne. Certains d'entre nous se sont dit qu'il était temps de se poser, de commencer à réfléchir en dehors de tout cadre existant pour peut-être refonder un certain nombre d'éléments. Donc c'est à la fois très ambitieux et puis très modeste parce que on le fait avec les disponibilités de chacun, avec les compétences de chacun, dans une logique qui se veut très, très participative. Nous avions la chance d'avoir parmi nous Olivier, donc le directeur du musée, ce qui, je pense, a donné une orientation à notre rencontre. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé du musée, mais c'était intéressant parce que ce musée est quand même issu d'éducation populaire, comme tu l'as bien expliqué ce matin. Et c'est quand même un musée, même si on a beaucoup parlé de vision sanctuaire des musées, on a quand même pu s'apercevoir que c'est un musée qui essayait de sortir de cette sanctuarisation et en tous les cas de s'adresser à un public le plus large possible, avec des pratiques et avec un certain nombre d'outils. Et une autre façon aussi, on a beaucoup discuté sur la façon de concevoir le métier de conservateur. On le voyait de façon un peu rigide et on voyait un professionnel qui travaillait un peu seul dans son coin, mais le musée nous a donné nous a montré qu'il travaillait beaucoup avec la société civile, et en particulier l'exposition sur les tziganes qui a été montée avec des associations et des familles concernées, puisqu'il était question à un moment aussi, quelqu'un a dit, on fait souvent des expositions sur les pauvres, sur les uns et sur les autres, sans eux, quoi. Et ça, on trouvait que c'était dommageable, et on pensait que c'était important de s'en préoccuper. Alors, on a aussi débattu sur les passerelles qu'il y a entre le passé et le présent. Comment le passé peut permettre de comprendre le présent, et inversement, comment le passé est mis en lumière par le présent. Il a été question aussi de cette culture commune, comment faire du commun, associer les gens à leur mémoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, les associer à la mise en valeur de leur mémoire. Et en particulier, on a fait référence à la mémoire coloniale qui quelqu'un a dit se désintoxiquer de la mémoire coloniale pour refaire une culture commune. Et ça nous a paru extrêmement important. Aussi, on s'est posé la question, qu'est-ce que la mémoire? Qu'est-ce qui fait mémoire? Est-ce que la mémoire n'est que dans les musées? Là, on a eu des débuts de réponse. Non, la mémoire n'est pas que dans les musées. Et puis, on s'est posé la question de la jeunesse. Il semblerait, on se demande, si la jeunesse est intéressée par cette mémoire,
c'est la conscience de l'importance de cette mémoire et voilà, l'importance du travail qui peut être fait avec les scolaires, à l'université, avec la jeunesse en général. Il y a des questions aussi de résistance, c'est-à-dire, oui, il y a eu la résistance, hein, avec des héros et un moment important de notre histoire, mais actuellement, nous devons être aussi des résistants, mais pour lutter contre un certain nombre de choses comme la marchandisation de la culture, en particulier. Voilà, résistants, oui, mais résistants ensemble et pour faire avancer des idées et pour faire évoluer notre société. Bon, moi je compte sur les amis qui étaient dans le, qui étaient dans le groupe, s'ils veulent rajouter des choses. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais voilà. Alors j'avais fait aussi une petite... parce que je pense que j'ai pas pris 10 minutes là. J'avais fait... Non mais c'était intéressant aussi la constitution du groupe, puisque donc nous avions le maître de ces lieux, Olivier, parmi nous. Nous avions une ou deux enseignantes, nous avons quelqu'un chargé d'un patrimoine municipal. Nous avions un spectateur engagé qui travaille dans les transports. Travaillait dans les transports. Nous avions quelqu'un de la direction de l'action culturelle de la ville de Grenoble. Nous avions des représentants, on va dire des militants, représentants de Peuple et Culture, des militants de la Maison de la Poésie Rhône-Alpes. Nous avions quelqu'un qui était dans les actions culturelles, échange de savoir, un comédien, quelqu'un qui est au conseil de la délinquance de la ville d'Échirolles, un metteur en scène, quelqu'un qui est plus dans le théâtre de rue, voilà. Et puis quelqu'un qui est depuis une universitaire. Et puis un vidéaste, excuse-moi. Excuse-moi. Voilà. J'ai oublié ton prénom. Ton temps depuis le temps. Et voilà, ça c'est ma petite note personnelle un peu. On était au moins 3 ou 4 de la Villeneuve de Grenoble. Voilà. Et ça, on s'est dit que c'est assez courant que la Villeneuve de Grenoble, quand il y a des débats sur la culture, soit assez bien représentée. Une clarification. Dans les propos qui ont été dits, il n'était absolument pas question de remettre en cause le fonctionnement du conservateur ou des orientations qui étaient prises par le musée de Finlande. Je préfère le dire. Et quant à la question de la participation de la population, elle est pour moi quelque chose de l'ordre de la démocratie participative. Il ne s'agit pas d'associer, mais de faire avec la population et à partir de ce qu'elle a envie. C'est-à-dire que ne soyons pas les donneurs de leçons qui amènent une culture, qui est une culture parce qu'on pense que c'est la bonne culture, la culture sur les territoires, et si on veut être dans quelque chose de démocratique, c'est de faire ensemble et pas seulement d'associer. Élus territoriaux dans ce groupe, c'était essentiellement, si je ne me trompe pas, des militants associatifs, un comédien, un metteur en scène, un ancien élu, voilà, une ancienne prof, une jeune prof. Il y a au moins, et puis les membres de mon groupe compléteront, 2-3 points qui se croisent entre ce qui vient d'être dit pour le premier groupe et le groupe dont je suis chargé de rapporter les échanges. C'est au moins la question de la jeunesse et la question postcoloniale. Voilà, ça c'est au moins 2 choses qui sont sorties avec force. Alors tout d'abord, on est revenu sur ce qui était ressorti des échanges en très petits groupes, à 3 ou 4. On s'est posé la question de ce qui, en faisant le lien entre l'histoire collective et la mémoire individuelle, de ce qui pour chacun de nous avait pu nous marquer comme étant un élément structurant.
Pour certaines personnes, ça peut être les origines familiales, un lien, pourquoi pas, avec la résistance, le mouvement de résistance locale, la nationalité, et le fait d'avoir grandi, pour certains d'entre nous, dans des quartiers multi-ethniques, dans lesquels on peut se sentir français. J'espère pas dénaturer les propos des uns et des autres. Un autre groupe s'est posé la question de la hiérarchisation des victimes dans un climat passionnel, en faisant le parallèle entre passé et présent, entre victimes, avec la question des victimes de l'Holocauste d'une part, et la situation actuelle qui, à travers les médias, aurait tendance à hiérarchiser différents types de migrants. On s'est ensuite posé la question de l'identité des personnes issues de l'immigration postcoloniale, et essayer de comprendre comment les mémoires d'un temps qui est pourtant révolu pouvaient avoir une influence sur le temps présent, et ressortir également la question d'où l'on est placé, d'où l'on se place lorsqu'on écrit l'histoire. Et bien souvent, c'est plus l'histoire des dominants que l'histoire des dominés dont il est question, avec bien évidemment la question peut-être du temps, pour faire en sorte que les témoignages de personnes, un peu ce que vous disiez à l'instant, de personnes, des témoignages qui viennent du bas, le temps que ces témoignages-là ils soient intégrés dans l'histoire officielle, et bien entendu, voilà, il faut se laisser un petit peu de temps pour faire évoluer certaines positions. On a posé également la question des transmetteurs de mémoire, et en lien avec la question des transmetteurs de mémoire, toutes les actions au niveau culturel, au niveau artistique, qui émergent de lieux non institutionnels. Donc l'importance de ce qui se passe au niveau de ce qu'on peut appeler les cultures alternatives ou les contre-cultures, qui se situent, voilà, à côté de l'institution, et leur rapport qui est sans doute conséquent et qui apporte souvent une bouffée d'oxygène quand on dresse les constats actuels. On a fait également la distinction entre les mots histoire et mémoire, en expliquant que la mémoire se constituait par d'autres moyens que ceux par lesquels se fabrique l'histoire. On a également abordé la question du rôle de l'art, qui peut apporter une distance vis-à-vis de l'histoire, et qui peut introduire également ce facteur d'émotion qui est souvent pas présent dans l'acceptation un peu plus institutionnelle qu'on peut avoir de l'histoire. Et je crois que j'ai fait le tour, un peu à toute vitesse, mais le tour quand même. L'idée, c'était de savoir comment, à partir des différentes mémoires, on pouvait écrire une histoire collective. Voilà, je crois que tu l'as dit, l'opposition entre mémoire, la mémoire qui est liée à l'émotion, alors que l'histoire, c'est la raison, et l'écriture collective avec la distance. Donc il y avait cet aspect-là, et puis la hiérarchisation aussi, et on avait aussi évoqué l'idée que l'histoire était écrite par les dominants, par les vainqueurs, et comment faire en sorte que toutes les mémoires, que ce soit celles des vaincus ou pas, soient représentées dans cette histoire collective. Moi j'avais mis l'accent aussi sur l'histoire coloniale, la nécessité d'avoir une vision historique pour comprendre l'actualité. On a eu ce débat sur la déchéance notamment, et comprendre la place des quartiers populaires, la marginalisation des quartiers populaires, les questions liées à l'islamophobie. Donc voilà, on est dans un lieu d'histoire, de résistance, de mémoire, et comment on peut articuler tout ça pour faire une histoire commune et collective. Au bout de ces 20 minutes, on ouvrira la palabre qui sera alimentée par ce vécu et ces réflexions du matin, et puis qui sera alimentée aussi de manière un peu fluide par des intervenants
qui participeront aux échanges. Et la palabre en Afrique, c'est une coutume de rencontre et de création ou de maintien du lien social. Elle apparaît comme une véritable institution sociale à laquelle participe tout ou partie de la communauté d'un village. Cette coutume permet également de régler un contentieux sans que les protagonistes ne soient lésés. Dans la dernière prise de parole, j'étais en train de penser à ce moment-là aux mémoires qui étaient effectivement, en général les mémoires des vaincus, mais pas, surtout des mémoires dévalorisées et dévalorisantes. Et comment on vit avec ça, comment on peut se construire, comment on peut se construire une identité lorsqu'on est dans une histoire personnelle, en l'occurrence, qui est très dévalorisante. Je pensais ce matin les enfants de Collabo, par exemple. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Quelle parole existe? Est-ce qu'il y a une parole là-dessus? Je sais que la question était très forte. Je vois Myriam en Allemagne après, mais pareil, ça a mis 20 ans ou 30 ans avant que cette parole n'émerge. Par rapport à ce que tu viens de dire, alors sur la mémoire des collaborateurs ou de leurs descendants ou de leurs parents, c'est un travail que nous n'avons pas fait, nous, depuis ce musée. Ça peut paraître une évidence, mais c'est sans doute une erreur qu'on ne l'ait pas fait, parce que ça ne nous donne qu'une vision partielle, évidemment, des faits, mais ce travail, nous ne l'avons pas engagé, et il est trop tard pour le faire aujourd'hui. La mémoire indirecte, la mémoire rapportée, est quelque chose qu'on a moins exploré aussi par rapport à la période. Sans doute faudrait-il le faire aussi dans les années qui viennent. Non, moi je voulais revenir sur quelques exemples qui quand même, à mon avis, peut-être enrichiront, j'espère, la discussion de cet après-midi. Quelques exemples de travaux d'exposition que nous avons réalisés ici, parce qu'on a visité des espaces donc, de longue durée, j'insiste là-dessus, qui ne sont pas des espaces donc, permanents dans ce musée, avec trois projets là, sur lesquels j'aimerais revenir avec vous rapidement, et puis qui je crois aussi, montrent comment surmonter ces projets. C'est-à-dire que, pour répondre à votre remarque, décidément, je n'ai pas moi non plus la mémoire des prénoms, je ne me suis pas senti spécialement visé dans mes fonctions, donc il n'y a pas de problème. Et au contraire, même, je dirais qu'on a besoin aussi d'être un peu bousculé dans nos certitudes, parce que je parlais d'une espèce d'apathie généralisée, d'un manque de réaction qui nous déçoit quand on aborde des sujets assez forts ou qui sont censés questionner. Quand on voit que certaines expositions que nous avons réalisées finalement n'ont pas bousculé tellement, c'est pas pour nous un gage de réussite en même temps. Ce que je veux vous dire, c'est que souvent nos projets sont nés en fait de la société civile elle-même. Enfin, j'entends par là l'une des faces visibles, le secteur associatif sur lequel on s'appuie beaucoup. Alors il faut bien trouver des leviers, donc on travaille avec les associations qui sont une représentation, je crois, démocratique de la population, avec des projets comme celui que nous avions conduit, parce qu'en plus il est à côté de moi, donc ça c'est bien, avec Pierre-Louis et le groupe de l'association Gallo, et Henri Touati aussi, et d'autres. Alors moi j'étais pas à l'origine, donc vous allez peut-être compléter. Christian Beau qui a joué un rôle, et Lucien G qui ont joué un rôle essentiel. Alors de quoi s'agissait-il? Ni plus ni moins que de donner à comprendre, à partir de récits de vie, le vécu de personnes en grande précarité, dans une situation professionnelle compliquée. Donc c'était une exposition qui s'appelait Rompre le silence. Mémoire et chômeur. Mémoire et chômeur et précaire de l'Isère. 1975-2007. Voilà, fin des Trente Glorieuses, 2007, date de l'exposition. Et cette exposition, en fait, elle s'appuyait sur le récit de ces personnes qui avaient été recueillies dans le cadre d'ateliers d'écriture, de paroles. Et donc le matériau lui-même, quand vous disiez jusqu'où on va dans la participation de ces acteurs, la fabrication même de l'exposition, c'était eux. C'était pas en l'occurrence le musée qui était quand même complètement associé à cette réalisation,
Mais en l'occurrence, les documents qui étaient montrés, les textes qui étaient écrits, étaient la production même, à travers ces ateliers d'écriture. Je crois qu'on n'est jamais allé aussi loin, d'ailleurs, dans la démarche participative, si on peut dire, qui est sans doute un peu galvaudé comme terme, mais en tout cas, voilà des exemples d'un travail qui, je crois, démontre bien qu'il y avait vraiment un pied d'égalité là, entre les différents acteurs. Une expo, un livre, un film. Avec une expo, un livre et un film. Et même de mémoire, une expo itinérante que l'association suivait dans le coin du département. Que vous pouvez demander d'ailleurs, sachez-le, tout comme le film peut être montré, puisque le musée, ça a été dit tout à l'heure, est gratuit. De la même façon, les expos sont gratuites et le film également peut être montré sans problème. Voilà, ceci étant dit, voilà un exemple de projet. Et puis parfois, ça répond aussi à une actualité commémorative, à une actualité politique, judiciaire. Je vous donne pêle-mêle quelques exemples. Il y a quelques années, nous avons eu affaire avec quelques associations pour nous intéresser à une histoire qui paraît très éloignée de la France, mais qui en même temps nous relie à son passé colonial. C'est l'histoire du Cambodge, avec en particulier un focus sur la période Khmer Rouge. Ce travail a été fait dans le contexte des procès des derniers hauts responsables Khmer Rouge au Cambodge. Un travail qui, bien sûr, n'a pas été mené sans l'association, elle n'est pas représentative de tout le monde, l'association des Cambodgiens de l'Isère, avec une mémoire qui, à l'échelle de la France, a été rarement entendue, montrée dans l'espace public. Donc avec recueil de témoignages de personnes qui étaient rescapées donc, de ce génocide, qui nous a saisis, enfin vraiment, alors que nous sommes quand même relativement habitués à des témoignages parfois très dramatiques. Et puis une autre exposition qui s'appelait Rester libre. Michel Ferber y avait participé, il était un des comédiens du dispositif, qui recourait à pas mal de médias, et dont l'objectif était finalement d'explorer le mythe social et politique de notre région, et comment finalement, entre l'histoire et le mythe, il y a évidemment une grande différence, mais comment finalement le mythe des libertés qu'on prête à notre région, le mythe de résistance, a pu être invoqué à différents moments de l'histoire, depuis les républiques montagnardes, on remontait très loin dans le temps, on remontait d'ailleurs jusqu'aux Allobroges qui avaient résisté aux Romains, etc., les républiques montagnardes, les escartons, à la fin du Moyen-Âge, ces républiques du Briançonnais, pour arriver à la Révolution dauphinoise, puisque vous savez que tout est parti de Grenoble, la Révolution française est née ici, la résistance y a été plus forte qu'ailleurs, etc., etc. Le planning familial est né ici, il y a eu un accompagnement social des travailleurs algériens incroyable, comme aussi rarement dans d'autres villes. Et bref, une exploration finalement de moments forts de l'histoire, pour finalement s'intéresser évidemment à ce que ça nous apporte en tant que citoyens aujourd'hui, notamment à travers aujourd'hui le résultat de tout ça, les expressions militantes dans le cadre ou hors cadre associatif. Et c'est un travail voilà, qui nous avait aussi nourri dans notre approche du croisement des mémoires dans ce musée, dont vous avez peut-être vu qu'il s'appelle au-delà du musée de la résistance et de la déportation, aujourd'hui Maison des droits de l'homme, alors ce qui peut paraître évidemment un brin prétentieux, mais cette idée finalement que cette histoire mérite d'être croisée avec d'autres moments, et que ces mémoires voilà, ont toute leur place dans ce musée, mémoires qui finalement ne s'expriment pas toujours dans l'espace public. Alors j'ai pas envie de dire mémoire des vaincus, finalement des personnes effectivement qui n'ont pas souvent été entendues dans l'espace public. Ce débat entre mémoire et histoire, et les musées dauphinois et la résistance sont toujours pris en compte un peu les deux. Est-ce que il y a un moment donné où vous différenciez les choses, où vous apportez un regard qui est plus historien ou plus mémoriel? Comment vous débattiez avec ça? On part du principe que les mémoires, nous en avons besoin pour écrire l'histoire, et qu'en même temps il nous faut le recul nécessaire, notamment la recherche scientifique, l'apport des spécialistes pour écrire justement ce récit historique. Et en même temps, on l'a dit ce matin, on n'imagine pas écrire cette histoire sans ceux qui l'ont vécue, ou en tout cas ceux à qui on a transmis cette histoire. Mais en même temps, lorsqu'on interroge les récits individuels,
on le fait dans le cadre du récit personnel, du vécu intime des personnes. On ne présente pas le témoin comme un historien. Voilà, c'est toute la différence aussi dans la place que l'on donne aussi aux uns et aux autres. Et chacun, voilà, chacun a une place à tenir. Et la mémoire dans ce musée est extrêmement importante. Certains musées d'histoire l'ignorent très souvent, et c'est regrettable. Le témoignage n'est pas recueilli de façon aussi systématique, et voilà, on peut le regretter, mais c'est comme ça. Il y a une histoire des mémoires. C'est très intéressant de voir aussi comment la construction mémorielle évolue. Par exemple, si on voit la vision de la Révolution française, c'est très amusant, amusant et instructif de voir qu'est-ce qu'on a tiré de la Révolution française en 1800, en 1830, en 48, en 1900, 1920, d'avancer dans le temps. Et on commence à pouvoir le faire sur la Résistance aussi. C'est-à-dire des constructions mémorielles, hein, elles ont une histoire. Et ça, on le voit dans les paroles des gens. C'est-à-dire qu'on voit comment évolue la vision de tel ou tel moment historique, en dehors des bases précises et des dates. Il y a une construction qui se fait dans la mémoire collective. Donc on peut aussi, j'imagine, au théâtre, c'est notre terrain d'investigation, et on peut le faire très librement. Mais je pense que scientifiquement, ça doit se faire aussi, c'est-à-dire montrer comment la vision d'une immigration, par exemple, l'arrivée des Italiens, des grandes vagues d'immigration italienne ou polonaise en France, la vision n'est pas du tout la même en 1930 et aujourd'hui, ou en 60, quoi, voilà. Et ça, c'est passionnant parce que ça aide à réfléchir, ça aide à prendre des distances, à avoir une boussole par rapport à l'histoire, à relativiser les choses, à trouver la bonne distance. Je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aussi à quelles sont les entrées qui le permettent. Et par rapport à la question qui est soulevée là, les mémoires, l'histoire, je pense qu'une des façons de construire la culture commune, c'est de favoriser la connaissance de l'autre et des autres. Et ça se fait par des biais divers. L'autre hier, mais l'autre aujourd'hui. L'autre hier, et par rapport à toutes les vagues d'immigration, je trouve que cette histoire des immigrations, elle apporte aussi à la connaissance de l'autre aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a un problème de transmission à faire, quoi, parce que les jeunes générations des parents immigrés, ils ont besoin aussi de ce lien pour se situer, comprendre, etc. Et la connaissance de l'autre, elle favorise... Alors évidemment, par rapport à ça, moi qui suis une ancienne prof, soucieuse aussi de l'éducation de la jeunesse, je pense que l'école doit jouer un grand rôle. Mais pas seulement. L'école et l'histoire, et aussi les activités qu'on peut conduire en commun quand on est gamin, quand on grandit, etc. Ça me paraît important, et je trouve qu'il y a une interrogation à avoir sur la question de savoir si l'école joue bien son rôle par rapport à tout ça. Et notamment, je pense plutôt à cette fracture qui existe entre les nouvelles générations des quartiers populaires et des autres. Hein, et pour pas dire... bon, tout le monde voit ce que je veux dire. Et puis, la culture commune, c'est aussi, et la connaissance de l'autre, c'est des clichés, c'est des banalités que je dis, mais je trouve que dans le contexte actuel, on a perdu ses repères un peu. Et il me semble que c'est aussi la solidarité qui naît à partir de là. Le faire ensemble, avoir l'envie de faire ensemble. Et ça, c'est aussi une contribution qui peut être apportée par les pratiques artistiques, par les rencontres entre les différentes pratiques. Et il me semble que c'est vers ça qu'il faut chercher, parce que ma plus grande inquiétude, c'est ces fractures qui existent, beaucoup en raison aussi de la méconnaissance de l'histoire et de même des perceptions fausses qui sont faites. Par exemple,
je dis aussi par rapport à l'éducation que les profs d'aujourd'hui, ils sont hyper confrontés à des problèmes majeurs quand il s'agit de traiter du conflit israélo-palestinien, par exemple. Ça devient presque impossible d'en parler dans certaines classes. La presse s'en fait l'écho aujourd'hui. Mais il y a un problème important là-dessus. C'est aussi l'impossibilité de parler de l'histoire des religions sans que ça provoque des passions. Et des passions difficiles à vivre pour tout le monde. C'est aussi la naissance de cette idéologie du complotiste. Il faut qu'on en parle de ça. C'est des choses qui montrent bien que la prise en compte des mémoires, la prise en compte de l'histoire, elle nécessite un travail permanent, continu, de différents acteurs. Les musées, tout ça joue un très grand rôle, l'enseignement joue un très grand rôle, mais aussi les pratiques artistiques, je pense. Je n'ai pas prévu de parler de ça, mais puisqu'il y a Olivier Coche, je peux un peu en parler. Donc, je vais d'abord évoquer un souvenir, qui est de l'ordre de la mémoire, ensuite de l'histoire. Le souvenir, c'est qu'en fait, l'une des premières réunions de préparation de l'exposition France du silence est passée ici. Et c'est ici qu'on a trouvé le titre « Rompre le silence ». Sauf que dans l'esprit de Christian Deveau, qui a l'initiative avec Lucien G de ça, lui, sa référence délibérée, conscience de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est l'échange qu'on a eu là, avec Jean-Claude Duclos, on a pensé aux déportés. 30 ans, ils se sont tus, au bout de 30 ans, ils se sont mis à parler. Sur le chômage, l'échange a fait que ce parallélisme, nous avons osé le faire. 30 ans de chômage, et là on s'est dit, on se lance, on va oser parler. Moi je me souviens, un jour, avec Christian, m'être assis place de Verdun, et on a eu ensemble, je pense, un moment de vertige, parce qu'on s'est rendu compte, nous sommes en train de parler de quelque chose au sein d'une institution. Et l'autorité politique est au courant et laisse faire. Moi je pense qu'avant la question mémoire, histoire, c'est à quel moment une personne se dit ce qui m'arrive, ce que je vis, fait partie de l'histoire qui s'écrit un jour et de l'histoire. Ça se pose aux personnes et aux groupes. La question des quartiers populaires, à mon avis, c'est à quel moment vont-ils se dire que de façon définitive, comme les femmes, comme l'ensemble de l'immigration, d'autres groupes, même les homosexuels, à quel moment vont-ils décider ou vont-ils être en moyen de passer à l'acte de ce qu'on a initié nous, de façon locale, à l'échelle comme ça d'une agglomération, mais sous couvert d'une association départementale, de se dire, nous faisons partie de la société, donc nous faisons partie de l'histoire, donc nous sommes un chapitre de l'histoire, donc nous devons l'écrire, nous aussi. Et là, bon, effectivement, parce qu'une culture militante, des différents pères protagonistes, moi j'étais juste suivi. Un jour, un type est venu chez moi et m'a photographié. Et après, j'ai vu ma photo sur le mur ici. Moi, chaque fois que j'ouvre le livre, ça me fait drôle. Moi, je croise toujours Claire, la femme qui est en couverture. Elle est toujours là. Elle était là aux assises citoyennes. Quand je me suis dit, j'ai pensé à l'affiche. Parce que j'ai passé des mois à l'avoir en sortant de ma banque. Sur les colonnes Maurice, quand elles étaient là, quand elles avaient un bon côté, c'est Corinne. Je dis ça, je dis rien. Je suis pas comme ça. Mais ça, c'est pas important. Mais ce que je veux dire, l'enjeu, c'est à quel moment des humains se disent j'ai une histoire, donc je l'écris. Ce que je trouve très intéressant aux Dauphinois, les pieds noirs qui sont fondamentalement, je le sais, j'en suis, c'est ma famille d'origine, c'est ma famille, qui sont dans une forme de rancune, modèle Zemmour. Une exposition sur les magasins, ah non, il faut qu'on écrive l'histoire. On fait une manif, et là ils sont mis à écrire leur histoire. Je pense que pour les quartiers populaires et pour une partie de l'immigration, c'est le même enjeu. Par contre, après, c'est est-ce que tout le monde admet que c'est une partie de l'histoire. Mais il faut aussi que les personnes concernées se disent « je suis dedans ». Nous, le pari qu'on a fait, c'est on s'est dit, on est quand même dedans, il n'y a pas de raison, on y va. Ce qui nous a donné effectivement, moi j'ai un souvenir, question de la mémoire, le jour de l'inauguration, là où on a mangé en bas dehors,
C'est vrai que par rapport à la composition traditionnelle d'un message d'exposition dans un musée départemental, c'était un petit peu différent en termes d'ambiance. Il y avait une chorale qui ne chantait pas des cantiques. Donc je dirais, la question c'est, j'ai un copain qui parle beaucoup de la question de la peur, pour la question de la prise de parole, mais je pense que la clé du rapport à la mémoire à l'histoire, c'est « je considère que j'en ai une ». Moi je sais, moi j'ai ma lecture de mon histoire et de ma mémoire. Le jour où les gens de mon âge, comme celle d'Henri, nous ne serons plus là, les Français oublieront, ne perdront la mémoire de la France, des 4 siècles de France coloniale. Et c'est là où l'histoire et les institutions, peut-être dans un coin du Musée national de l'immigration, il y aura peut-être un coin qui rappellera que pendant 4 siècles, les gens d'ici sont allés ailleurs. Et ça ramenait des gens et qui maintenant sont dedans. Donc, comment on s'autorise à être dans l'histoire et à dire « je suis une partie de l'histoire commune ».